On va maintenant passer à la troisième et dernière partie, une partie sur l'éducation, sujet qui me tient à cœur, peut-être plus que l'Europe. Donc l'éducation est votre fer de lance en tant que professeur de philosophie, mais aussi dans vos engagements politiques. Vous avez publié en 2014 le livre Les Déshérités, on en parlait tout à l'heure, dans lequel vous lancez une alerte. Vous y dénoncez le bouleversement intérieur que représente le refus de l'héritage culturel ou de la transmission de connaissances au sens large. Or, il est souvent de vérité universelle que d'annoncer l'éducation comme socle de notre culture, comme moyen de transmission privilégié. Que pensez-vous de cette affirmation ? Et en d'autres mots, quel est le rôle de l'école ? Quel est le rôle de l'école ? Une magnifique question. Ça vaudrait le coup d'ailleurs, et ce serait le plus intéressant d'engager le dialogue avec vous tous sur ce sujet. Moi, je pense que vous posez la question fondamentale. Parce que l'école, elle n'a pas d'abord besoin d'une nouvelle réforme, elle n'a pas d'abord besoin évidemment qu'il y a des réformes à faire, évidemment qu'il y a des problèmes de structure, d'organisation, évidemment qu'il faut mieux rémunérer les professeurs, mieux les recruter, mieux les accompagner, que cette administration qui a 1 million de fonctionnaires en gestion centralisée, évidemment qu'elle peine à apporter sur le terrain les réponses nécessaires à ceux qui pourtant la font vivre. Bien sûr qu'il y a beaucoup de sujets concrets à aborder, mais la vraie question, la vraie crise de l'école, elle vient de ce que justement cette question que vous avez posée n'est plus abordée réellement. À quoi sert l'école ? On passe notre temps à parler des moyens, on ne parle pas du but, on ne parle pas de la finalité de l'école. Et on demande à l'école d'ailleurs de faire tout et n'importe quoi. Vous l'avez certainement vécu comme élève. On demande à l'école d'abord de préparer les salariés de demain, de faire que les élèves vont pouvoir préparer leur insertion dans le monde économique. On lui demande de garantir qu'ils vont s'orienter le mieux possible et traverser l'expérience traumatique d'admission post-bac que vous avez connue. Parcoursup, non, je ne sais pas lequel vous avez connu. Nous, c'était APB encore. APB. Moi, j'étais prof en terminale, évidemment, donc j'ai vu des dizaines et des dizaines d'élèves tétanisés devant APB attendre la dernière heure et la dernière minute pour cliquer sur « valider définitivement ». C'est une expérience métaphysique de la liberté. C'est Kierkegaard, l'angoisse, c'est le vertige de la liberté. Bref, donc on demande à l'école de garantir que tous les élèves seront bien orientés. On lui demande aussi de préparer de bons citoyens, tolérants, respectueux, qui disent bonjour et merci, et qui respectent les valeurs de la République et qui apprennent à écouter ce que leur disent les autorités, mais en même temps à avoir assez de recul critique pour douter des fake news. Bref, on demande à l'école de répondre à tous les problèmes qui se posent à la société d'aujourd'hui. On lui demande aussi de former des gens éco-responsables, soucieux de préserver la planète et respectueux de la sécurité routière. L'école est censée s'occuper de tout, mais en revanche, on ne parle jamais de ce qui constitue, je crois, moi, à titre personnel, sa mission. Son métier, c'est de transmettre des connaissances. Et à l'inverse, même, on apprend plutôt à l'école qu'il ne faut pas transmettre des connaissances. Moi, j'ai été, comme prof, j'ai été très marqué par ma formation d'enseignant, dans laquelle, au fond, le message le plus important, c'était qu'il ne fallait pas transmettre des savoirs, qu'il fallait que les élèves puissent produire leur propre savoir, puissent exprimer leur liberté, puissent développer leur propre représentation du monde. Et au fond, je suis sûr que vous-même, vous vous êtes déjà fait cette objection, sans doute. Voilà, pourquoi est-ce qu'en cours de philosophie, pourquoi on devrait lire des auteurs au lieu de penser par soi-même ? Vous voyez, il y a toujours cette objection un peu cercle des poètes disparus. Vous voyez, il faut jeter tes livres, monter sur la table et crier très fort pour te montrer que tu es libre. Et cette idée qu'il faudrait jeter les livres, cette idée qu'il faudrait mettre de côté les auteurs et l'autorité des auteurs et l'autorité des professeurs pour pouvoir se mettre à penser par soi-même. Hier encore, j'avais la chance d'intervenir au Conseil économique et social à Paris sur les questions d'éducation pour lesquelles j'étais auditionné. Et une des personnes qui était présente m'a dit mais au fond, il faut évidemment qu'il faut peut-être transmettre des connaissances, mais il faut aussi faire une place à la capacité réflexive des élèves. Et comme si les élèves qui apprennent des choses ne réfléchissaient pas. Et c'est cette opposition qui, je crois, est au cœur de la crise de l'école. C'est-à-dire, on fait comme si transmettre des connaissances, c'était empêcher
les élèves de penser par soi-même, comme si transmettre un savoir, c'était empêcher ceux qui nous suivront d'inventer leur propre représentation du monde. Alors moi, je crois l'exact inverse, et je pense que c'est précisément par le fait qu'on transmet des connaissances qu'on permet à ceux qui nous suivent de devenir plus libres de leur propre pensée. Et que je le vois dans ma propre vie, en ayant eu la chance d'apprendre à lire Platon, Aristote et Kant et Hegel, je ne suis pas devenu moins libre parce que j'aurais été influencé par eux. D'ailleurs, il m'arrive de ne pas penser comme eux. Je suis au contraire devenu plus libre, même quand je pense le contraire d'eux, par le fait que je les ai lus. De la même manière que apprendre les grands éléments du raisonnement mathématique, c'est ce qui structure notre réflexion pour penser, et parfois penser plus loin que ceux qui nous ont précédés. De la même manière qu'apprendre l'histoire, c'est pouvoir mieux se situer dans le temps, qu'apprendre la géographie, pouvoir mieux se situer dans l'espace, c'est aussi voir grandir petit à petit sa propre liberté intérieure. Et je crois qu'on devrait se poser de nouveau cette question que vous avez évoquée ensemble. À quoi sert l'école ? L'école, elle sert d'abord à transmettre des savoirs. Et de là, on peut espérer que tout le reste s'en suive. Si on a réussi à transmettre des savoirs fondamentaux, alors on aura aussi des meilleurs salariés demain, alors on aura aussi des meilleurs citoyens demain, alors on aura aussi des gens plus conscients de la valeur de ce qu'ils ont dans leurs mains. Et je crois que cette fécondité de l'école, on peut l'attendre par surcroît de sa mission fondamentale qui est de transmettre des connaissances. Or, c'est dans cette mission qu'elle échoue aujourd'hui, parce que, voilà, vous le savez peut-être, hein, mais aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 5 qui est en grande difficulté dans la maîtrise de la lecture en France, à 18 ans. Hein, vous avez fait la journée de défense et de citoyenneté, j'en suis sûr. Donc, on vous a fait lire le programme de cinéma pour dire à quelle heure passait tel film et pour vérifier que vous saviez lire. Et bien, cet exercice-là, il est difficile aujourd'hui pour entre 18 et 20% des jeunes Français chaque année. On est le dernier pays en Europe dans l'apprentissage des mathématiques. C'est une enquête internationale de grande ampleur qui l'a montré cette année. Le dernier, il n'y en a pas un qui fasse moins bien que nous. On pourrait multiplier les exemples qui montrent que la transmission des savoirs fondamentaux est précisément ce qui est aujourd'hui en échec à l'école. Et c'est à ça qu'il faut remédier, et ça part de cette question que vous avez si bien posée. Donc, c'est déterminé quel devrait être le rôle de l'école. Mais demain, si vous êtes élu président de la République, ou je ne sais pas, dans 10 ans, voilà, vous avez une fonction au ministère de l'Éducation, quelle est la première mesure que vous mettrez en place pour atteindre ce but, le rôle de l'école que vous avez identifié? Là, on peut voir sur l'écran, je vous avais publié, la France en état d'urgence éducative, 30 propositions pour sauver l'école. Merci de faire référence à ces propositions. On a essayé de lancer ces quelques idées à la dernière rentrée, parce que je me disais qu'à la veille d'une année présidentielle, il fallait que dans ce débat important qui s'engage pour la France, on puisse mettre les questions d'éducation sur la table. On n'en parle pas assez. Moi, je suis vraiment frappé de ce qu'on parle trop peu de l'école. Quand la France a été le dernier pays européen pour la vaccination, on a parlé de ça sur les chaînes d'information continue pendant 1 mois sans arrêter. Mais quand on est arrivé dernier dans cette enquête internationale sur les mathématiques, pour le coup, ça n'a pas fait vraiment un pli, alors que ça aurait dû, je crois, être un électrochoc pour nous. On est quand même le 7e PIB mondial, on consacre le premier budget de l'État à l'éducation. Par ailleurs, on a aujourd'hui le pays dont les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Si vous additionnez tous ces facteurs, c'est-à-dire qu'on est un des pays qui dépense le plus par habitant pour l'éducation, par élève, et pourtant on arrive dernier en Europe. Vous voyez, au niveau de l'OCDE, on est derrière le Kazakhstan, derrière l'Azerbaïdjan, on est à quelques points de la Géorgie, mais on est à 100 points du Japon. Même du point de vue de l'efficacité du service rendu pour le contribuable, ça devrait être un scandale majeur. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Donc je me suis dit, voilà, il faut mettre des propositions sur la table. Je reste convaincu que le cœur du problème, c'est la question du sens de l'école, et que la première des choses à faire, d'une certaine manière, c'est de redire à quoi sert l'école. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut aussi parler de la question des moyens. Et la première chose qu'il faut faire, à mon avis, si vous me demandiez quelle est la première mesure à mettre en œuvre, c'est d'abord de s'occuper des profs. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs en France sont moins bien payés que dans les pays de l'OCDE. Et derrière cette question de la rémunération, il y a aussi le fait qu'ils sont mal traités, mal considérés, mal accompagnés, mal recrutés, mal formés. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, se trouvent en difficulté. Beaucoup de professeurs quittent l'enseignement. C'était le cas particulièrement en cette rentrée. Les chiffres sont assez importants. Et donc, il faut qu'on fasse mieux
quelqu'un qui s'engage pour enseigner, il s'engage pour assumer l'une des missions les plus importantes pour notre avenir. Et donc, il faut que notre pays prenne soin de ceux qui enseignent, qu'il leur fasse confiance, qu'il leur témoigne sa confiance, qu'il les aide à assumer leur mission dans un contexte qui est parfois difficile, qu'il structure mieux leur parcours. Il faut qu'on fasse un effort, j'allais dire, de ressources humaines, de management, pour parler comme dans cette école, à destination de tous les professeurs de France. Et puis ça passe aussi un peu par vous, et je le dis ici en souriant, mais c'est vrai quand même, voilà, si vous êtes ici, c'est sans aucun doute parce que vous avez croisé des profs qui, sur votre chemin, vous ont apporté quelque chose. Souvenez-vous que vous pouvez aussi les aider à continuer leur métier en leur disant ce que vous avez pu recevoir à travers leur enseignement. Et je pense que ça compte dans la vie d'un prof de savoir qu'il a pu servir à quelque chose. En tous les cas, la première des choses à faire d'un point de vue politique, c'est d'abord de s'occuper. On sait que si on regarde la performance des systèmes éducatifs dans l'OCDE, les systèmes éducatifs qui fonctionnent le mieux sont ceux dans lesquels les professeurs sont les plus motivés, ceux dans lesquels ils ont la plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle l'effet maître. C'est vraiment le levier le plus fondamental. C'est le levier le plus déterminant pour la qualité d'un système éducatif. Et donc, il me semble que c'est celui dont il faut sans aucun doute se préoccuper en priorité.